Bonjour, bienvenue dans Géopolitis, bienvenue ici au Palais des Nations à Genève pour une émission exceptionnelle. Dans quelques instants, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, va nous rejoindre. Avec lui, avec vous, nous allons évoquer les grands défis qui se posent à l'humanité. Une grande année, une année charnière pour le secrétaire général. 2020 marque le 75e anniversaire des Nations Unies, l'occasion de recoller les morceaux d'un système international à bout de souffle. Notre planète se réchauffe dangereusement, les négociations sur le climat s'enlisent. La pauvreté recule, mais les inégalités augmentent. Notre monde se fissure, plombé par des conflits interminables avec leur cortège de réfugiés. Le chacun pour soi des grandes puissances paralyse les Nations Unies elles-mêmes. À l'occasion de ce 75e anniversaire, le secrétaire général lance une grande consultation mondiale à tous les niveaux pour construire un avenir plus juste, plus sûr, plus solidaire. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Et c'est un grand plaisir de commencer avec vous cette année 2020, une grande année, le 75e anniversaire des Nations Unies. Vous avez fait du climat, monsieur le secrétaire général, la mère des batailles. Or, 4 ans après Paris, il n'y a pas de consensus ni sur la méthode, ni sur les solutions, ni sur le financement. Est-ce que vous n'êtes pas désespéré? Il y a un consensus scientifique, et ça c'est le plus important. Maintenant, nous savons qu'il faut maintenir la croissance de la température de façon qu'elle ne surpasse pas 1,5 degré Celsius. Nous savons que pour obtenir ça, il nous faut être avec émissions liquides zéro, neutralité carbone en 2050. Et pour réussir ça, nous savons qu'il faut réduire de 45% des émissions pendant les années 20 jusqu'à 2030, ayant comme référence 2010. Alors, il y a un consensus sur ce qu'il faut faire. Scientifique. Nous savons ce qu'il faut faire. C'est un consensus scientifique, mais les responsables politiques le savent. Ils ne peuvent pas le nier. Ce qu'il nous faut encore, c'est l'engagement pour le faire. C'est vrai que l'Europe s'est engagée, à l'exception... C'est le seul continent, l'Union européenne. À l'exception de la Pologne. Et Mais le fait que l'Europe s'est engagée nous donne, à mon avis, une capacité de négociation vis-à-vis des autres grands émetteurs. Le grand problème aujourd'hui, ce sont les grands émetteurs. Ça veut dire les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde. Avec la détermination européenne, je crois que nous serons en condition de, avec tous les autres grands émetteurs, trouver une négociation sérieuse pendant 2020 pour que les contributions nationales qui doivent être faites, qui doivent être exprimées dans la COP de Glasgow, puissent arriver à ce résultat dont je vous ai parlé. Neutralité carbone en 2050. C'est notre grand objectif. Mais que certaines puissances émergentes, avec les défis sociaux, économiques, démographiques qu'elles doivent affronter, hésitent à s'engager, ça pourrait se comprendre, non ? Oui, mais là, il faut que l'ambition soit une ambition sur la mitigation, une ambition sur l'adaptation et une ambition sur le financement. Et ce que les pays en développement nous disent, c'est qu'il faut que les pays développés s'engagent à appuyer l'adaptation, parce que la mitigation est essentielle. Il faut réduire les émissions. Mais il faut reconnaître que les changements climatiques sont déjà là et qu'il y a des gens qui en souffrent énormément. Alors il faut appuyer les pays qui souffrent des tempêtes terribles, de la sécheresse terrible, qui sont en risque du point de vue du niveau de la mer. Il faut aider ces pays pour qu'ils puissent répondre à ce défi. Et ça, je crois, crée une responsabilité mutuelle. Il faut que les pays développés, notamment l'Europe, puissent s'engager à appuyer les pays en développement. Il faut que les pays en développement, qui sont aussi des émetteurs importants, puissent reconnaître leurs responsabilités et puissent aussi se compromettre à la neutralité carbone en 2050.
Comment remplacer les énergies fossiles alors qu'1,3 milliard de voitures et de camions circulent sur la planète et que l'on brûle encore du charbon dans des milliers de centrales électriques? Le monde rejette plus de 36 milliards de tonnes de CO2 chaque année. C'est presque 4 fois plus que dans les années 60. Alors quel avenir pour notre planète? Déjà, les forêts brûlent, les tempêtes se multiplient, les glaciers disparaissent. Si rien de plus n'est fait, l'augmentation des températures pourrait atteindre 4 degrés d'ici la fin du siècle. Un quart des poissons pourrait disparaître, 2 tiers des ours polaires et la quasi-totalité des coraux. Venise, Bangkok, Jakarta ou Bombay regardent déjà avec inquiétude le niveau de la mer monter. 800 millions de personnes vivent aujourd'hui dans des villes côtières à risque. Il n'y a pas un jour sans une nouvelle étude alarmante. Des millions de jeunes manifestent depuis des mois pour réclamer des changements plus radicaux. Et l'icône de cette génération qui se mobilise, c'est Greta Thunberg, 17 ans. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Il y a eu en septembre à New York ce cri du cœur de Greta Thunberg. Ça a eu un retentissement mondial. Vous étiez sur l'estrade, à côté d'elle. Qu'avez-vous ressenti? Bon, ce qu'elle dit correspond à ce que nous pensons nous tous, c'est-à-dire il faut absolument vaincre cette bataille. Et nous ne sommes pas contents avec le fait, je l'ai dit à la fin de la COP de Madrid, c'est pas acceptable que jusqu'à présent, les responsables politiques n'aient pas compris le besoin de faire de la neutralité carbone en 2050 une priorité absolue de leur politique. Alors vous partagez cette colère de toutes ces jeunes générations? C'est un mot c'est pas un mot pour le secrétaire général. Oui. Mais je comprends cette colère et je suis vraiment inquiet. Et je sens qu'il faut absolument faire pression et qu'il faut profiter du fait que la technologie nous aide. Parlons franchement, l'énergie verte est plus bon marché que l'énergie du carbone ou du pétrole. La technologie nous aide et il y a de plus en plus dans la société civile et dans le monde des entreprises et surtout dans le monde financier une conscience que l'économie verte est l'économie du futur et que continuer à appuyer, par exemple, donner des subsides aux combustibles fossiles est une chose absurde. Mais comment convaincre à la fin les consommateurs qu'ils ne seront pas les perdants et les payeurs de cette lutte contre le carbone? C'est vrai que on paye beaucoup de taxes pour l'essence dans nos voitures, on en paye moins pour le kérosène des avions, moins pour le mazout des navires. Comment convaincre les gens? Ce qu'il faut, c'est que le carbone soit taxé et que l'argent qu'on obtient de la taxation du carbone soit donné au peuple par le biais, par exemple, d'une réduction des impôts sur les salaires. Et ça, à mon avis, permet à tout le monde de gagner. L'impact du réchauffement, vous l'avez dit, est global, hein, les inondations, les cyclones, les sécheresses. Mais si vous me permettez, les subsides aux combustibles fossiles... 250 milliards. ...sont payés par qui? 250 milliards. Ils sont payés par qui? Par nous-mêmes. Quand nous payons des impôts pour donner des subsides à des combustibles fossiles. Moi, je ne veux pas que mon argent
soit utilisé pour appuyer les ouragans, ou pour blanchir les corails, ou pour faire disparaître les glaciers, ou pour mettre en cause la vie des petites îles ou la vie des populations qui sont les plus menacées ou par la sécheresse ou par les tempêtes. Mon argent, on doit l'utiliser pour appuyer l'économie verte. L'impact, vous le dites, hein, l'impact est global, partout, sur tous les continents. Est-ce que le fait que l'impact est global vous donne l'espoir, un jour, de solutions globales? Mais il n'y a qu'une solution globale, il n'y a pas de solution pays par pays. Il faut une solution globale. Mais ça, c'est pas seulement à cause du climat. Si on regarde les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, il faut que les gens s'unissent pour que cette promesse énorme de progrès pour l'humanité ne soit pas utilisée pour une destruction mutuelle de notre planète. C'est la même chose vis-à-vis les mouvements migratoires. Il n'y a aucune façon de résoudre ces problèmes sans une coopération internationale. C'est la même chose pour les questions du développement aussi, et de l'égalité à l'échelle. Il faut la coopération internationale. Alors, quand on défend le multilatéralisme, ce n'est pas une chose abstraite, c'est que les problèmes sont tels que sans une véritable coopération internationale, sans une gouvernance mondiale, nous allons à une situation absolument effroyable pour tout le monde. Comment organiser cette coopération internationale si vous avez le président de la première puissance du monde, on peut le dire encore, qui déclare à la tribune de l'Assemblée « Nous n'abandonnerons jamais la souveraineté américaine à une bureaucratie mondiale non élue qui ne rend pas de compte. Nous rejetons l'idéologie du globalisme et nous adoptons la doctrine du patriotisme. » Mais ça va être compliqué. Bon, parlons franchement. Oui. Nous sommes en Suisse, c'est un pays souverain. Oui. Bon, c'est un pays souverain qui respecte la loi internationale. Oui. Et c'est un pays souverain qui respecte le multilatéralisme. Mais ça ne met pas en cause la souveraineté des Suisses. C'est vrai. Alors, la souveraineté n'est pas un problème. Non. Oui, mais la Suisse n'a pas le poids d'une grande puissance. Nous tous, nous aimons nos pays. Oui. Le patriotisme en soi-même n'est pas un problème. Le nationalisme peut être un problème. Oui. Le patriotisme, moi, j'aime mon pays, je suis très fier d'être portugais, et ça ne change pas en rien mon engagement aux Nations Unies. Ce qu'il faut, c'est reconnaître l'importance, pas des bureaucraties, mais des organes démocratiques qu'on doit avoir pour régler les choses globales. Mais si on prend la question des migrants, hein, l'accueil des réfugiés, là aussi, il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Non, mais là, il faut travailler et il faut montrer aux gens la vérité des choses. Par exemple, nous sommes en Europe. Moi, je suis portugais. Mon pays, je ne peux pas vous dire rigoureusement, mais a un indice de fertilité de 1,3 à peu près. Nous avons besoin des migrants. Ma mère est à Lisbonne, elle a 96 ans. Ma mère a toujours une personne qui est là du point de vue de l'appui, disons, des soins minimums de santé. Oui. Quand je visite ma mère, je ne rencontre pas des Portugaises ou des Portugais, je rencontre des immigrés. Et je ne parle pas des ingénieurs d'autres technologies, je parle des gens pour soigner ma mère. Alors, c'est évident en Europe que nous avons besoin d'immigration. Alors, si on a besoin d'immigration, il faut mieux le faire d'une façon régulière. Il faut mieux le faire d'une façon organisée. Il faut une coopération entre pays d'accueil, pays d'origine, pour que cette migration puisse être faite d'une façon organisée. Comme on n'organise rien, comme on n'est pas capable de se mettre d'accord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce sont les passeurs, ce sont les trafiquants qui contrôlent ce mouvement, avec des violations terribles des droits de l'homme et avec la création de ces mythes dans nos sociétés qui disent, voilà, que les immigrés ils viennent et qui vont détruire nos sociétés. Alors, il faut de la coopération internationale et de la solidarité pour qu'une migration organisée soit bénéfique pour tout le monde. Mais c'est compliqué, ce discours, parce que on arrive... Non, le discours est simple. Le discours est simple. Ce qui est compliqué... Mais ça remue beaucoup d'émotions. Enfin, on le voit avec la montée des populismes. Si vous me rappelez, au moment de la crise syrienne, quand 1 million de personnes sont venues en Europe pendant quelques mois, et j'étais haut-commissaire des réfugiés, l'Europe était complètement sans aucune solidarité, sans aucune coordination. Alors ces gens-là sont venus, et s'ils étaient accueillis,
s'ils étaient enregistrés, s'ils étaient vérifiés, parce qu'il y avait probablement des risques de sécurité. Et après, s'il y avait une distribution équitable entre tous les pays européens, on parle de quelque chose qui était, à ce moment-là, 1 million, moins de 0,2% de la population européenne. On n'y est pas arrivé. Bon, c'était très facile de résoudre ce problème. Mais l'Europe, qui est riche, pourtant, si vous allez au Liban, c'est 1/3 de la population qui est entrée. Alors, les Européens ne se sont pas organisés, il n'y a pas eu de coopération, il n'y a pas eu de solidarité, et les gens ont vu cette masse de gens qui allaient par les Balkans, et je me rappelle... on a tous ces images en tête. Des télévisions, tous les journaux télévisés s'ouvraient avec ce mouvement. Et les gens dans les villages, dans les villes du centre de l'Europe, on dit « Oh, mais c'est une invasion, oh, on va détruire nos villages, notre civilisation, notre culture. » Bon, si on s'organise, si on fait les choses bien, si on met le multilatéralisme et la coopération internationale pour résoudre nos problèmes, tout ce populisme, tout ce nationalisme qui s'est développé à cause de cette perception erronée de ce que les mouvements de population sont, basés sur l'incapacité de l'Europe de s'organiser, tout ça serait complètement différent. Mais vous ne pensez pas que ces murs qu'on érige aux frontières et ces camps où s'entassent dans la misère tous ces réfugiés, ça ne traduit pas, au fond, une crise grave de la solidarité internationale? Mais oui, c'est ce que je vous ai dit. Ouais. C'est à cause de l'inexistence de mécanismes de coordination et de solidarité qu'on a créé une situation chaotique. Et dans le chaos, c'est très facile de vendre n'importe quelle idéologie extrême. Parce que les gens ont peur du chaos, et quand les gens ont peur, c'est naturel que les gens se tournent vers elles-mêmes. Depuis des mois, les peuples se révoltent. Au Chili, c'est une augmentation du prix du métro qui a déclenché la contestation, rapidement rejointe par la colère des classes moyennes, appauvries et surendettées. En Algérie, la population s'embrase contre le pouvoir accusé d'accaparer les richesses. En Colombie, en Haïti, au Liban, en Iran et même en Irak, les peuples se mobilisent aussi contre leurs dirigeants accusés d'être insensibles à leurs difficultés économiques. Entre les peuples et les gouvernements, la confiance est rompue. Parmi les causes de ces révoltes, un ressort, les inégalités. Elles augmentent depuis les années 80. Une toute petite minorité profite des bénéfices de la croissance mondiale. Selon Oxfam, le 1% des plus riches a capté 82% de l'augmentation des richesses. Face à eux, 1 milliard d'individus vit avec moins de $2 par jour. 3 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable et la moitié de l'humanité n'est pas reliée à Internet. Crise de solidarité, crise aussi des sociétés. Vous avez suivi évidemment ces révoltes populaires. Il y en a eu au Chili, en Amérique du Sud, en Algérie, en Europe. On pourrait parler des Gilets jaunes, au Liban, etc., etc. Quelle est votre interprétation à vous de ces révoltes? Bon, chacune a une histoire particulière. Oui. Les choses sont différentes. Je dirais que les facteurs immédiats sont différents. Mais je crois qu'il y a 2 tendances de fond qui sont communes. Premièrement, il faut le reconnaître, il y a une méfiance croissante entre ce que les Anglais appellent the political establishment. En français, crise de confiance envers les institutions. Et le public, et la population. Les populations ont moins en moins de confiance dans les institutions de gouvernement, dans les partis politiques, dans les responsables politiques, dans les parlements, dans les gouvernements. Mais pour vous, qui êtes le secrétaire général des Nations Unies, c'est inquiétant, ça. Que même inquiétant. Au niveau des États... Mais c'est très inquiétant, et c'est une grande inquiétude, surtout pays par pays. Je crois qu'il faut que ceux qui ont des responsabilités politiques comprennent qu'il ne faut plus d'authenticité dans le rapport entre la direction politique d'un pays et la population, et qu'il faut donner aux gens
la perspective qu'elles participent d'une certaine façon à la solution de leurs problèmes. Je crois que c'est cette division qui aide à la perspective de beaucoup des manifestants qui disent mais finalement, il y a ces gens-là qui sont au pouvoir, mais nous sommes abandonnés, il n'y a personne qui nous engage. Et l'autre tendance de fond, vous ne pensez pas que c'est l'accroissement des inégalités? Non, c'est d'ailleurs exactement ce que j'allais dire. La deuxième question, à mon avis, c'est le fait que la globalisation et le progrès technique, les deux choses vont ensemble, qui ont généré une énorme richesse à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup moins de pauvres qu'avant. Des espoirs énormes. Bon, et vraiment, on a réduit la mortalité des enfants. Il y a énormément de progrès qu'il faut reconnaître. Bien sûr. Mais il y a une augmentation énorme des inégalités. Et après, avec ces inégalités, avec les énormes fortunes qu'on voit, avec... Aujourd'hui, tout le monde connaît tout le monde. On voit tout à la télévision. Le pourcent les plus riches a capté 82% du bénéfice de la croissance. Voilà, par tout exemple. ça engendre une révolte qui, alliée à l'inquiétude, à la peur sur le futur, mais dans quelques cas, il faut aussi le dire, avec des formes violentes qui mettent en cause, après, les objectifs de ceux qui veulent changer leur pays et le monde. Il y a un autre risque que vous relevez, Monsieur le Secrétaire général, c'est celui d'une fissure technologique. En quoi l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies sont un risque pour notre avenir, ou aussi en risque? C'est une chance, évidemment. Il y a plusieurs aspects. Voilà. Premièrement, si on regarde les marchés de travail, il y aura un impact énorme. Il y aura certainement des millions et des millions de nouveaux postes de travail, mais il y en aura des millions qui seront perdus. Et ce n'est pas la même chose. Alors, ce n'est pas évident que ceux qui perdent leurs emplois d'aujourd'hui auront accès, par ces capacités, aux emplois typiques du futur. Et alors, il y a tout un effort gigantesque sur l'éducation. Et l'éducation n'est plus une question du commencement de la vie, c'est une question tout au long de la vie. Sur la création d'emplois de différentes natures, sur les réseaux d'appui social. Il nous faudra réinventer la protection sociale dans beaucoup de domaines. Il y a des questions régionales auxquelles il faut donner une réponse, développement régional. Et je ne vois pas encore les gouvernements suffisamment préparés pour cette réponse. Ça, c'est une dimension. Oui. Après, c'est une deuxième dimension, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde ces technologies, on voit qu'elles nous permettent énormément de choses positives. L'Internet, c'est une chose avec laquelle aujourd'hui on aurait difficulté, sans laquelle on aurait difficulté à vivre, mais c'est la même Internet qui est utilisée par des groupes terroristes ou pour des actions de pornographie enfantine ou d'autres choses. Alors, il y a un besoin de régulation, même si cette régulation sera différente, il n'y a pas toujours dans ce domaine. Sera plus basée sur une coopération entre secteur public, secteur privé, les différentes entités, peut-être des règles plus souples, plus flexibles, mais en tout cas des règles. Et il nous faut faire de ces perspectives technologiques, des perspectives technologiques au service des gens. Et après, il y a, je dirais, une troisième dimension. Et cette troisième dimension, c'est par exemple l'impact futur de l'intelligence artificielle, déjà aujourd'hui des questions du cyberspace, sur la paix et la sécurité. Vous ne pensez pas que ça va totalement transformer la nature des conflits? Et ça, c'est une chose qui me préoccupe énormément. Et par exemple, pour vous donner un exemple, je suis entièrement en faveur de la prohibition absolue des armes autonomes qui pourraient donner à des machines sans contrôle humain la possibilité de tuer ou de choisir ceux qu'ils vont tuer. Ils existent déjà dans les laboratoires, ça existe déjà. Et il faut, à mon avis, à tout prix, empêcher que ça devienne l'arme du futur, non seulement parce que c'est une chose abominable, et parce que ça ne permet pas une attribution de responsabilité. Et même dans la guerre, il faut que les responsabilités soient attribuées. Mais le danger, aujourd'hui, on voit que tous nos ordinateurs sont hackés. Hackés. Bon, tous nos ordinateurs sont hackés. Alors, un jour, toutes ces armes seront facilement hackées, et ça veut dire que ces armes, qui pourront être des armes de destruction massive,
massive pourrait devenir facilement à la disposition de groupes terroristes ou de forces sans contrôle, sans la responsabilité des États. Est-ce que vous pensez que ce risque-là, de cyberguerre, est plus important aujourd'hui que le risque nucléaire? Je suis inquiet avec le fait que, du point de vue du nucléaire, tout ce qu'on a fait pendant le XXe siècle, tout ce qu'on a fait pour le désarmement nucléaire et pour le contrôle est en train d'être mis en cause. Et ça, c'est dangereux. Démembré petit à petit. Il y a des accords qui disparaissent, notamment sur les armes de moyenne portée en INF, Europe. Il y a encore des doutes sur comment est-ce que la négociation sur le New Start va être faite entre les États-Unis et l'Europe. Alors, il y a des préoccupations. La non-prolifération, c'est une question centrale et elle n'est pas entièrement évidente. J'espère qu'elle puisse être réaffirmée. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a un risque nucléaire, mais à mon avis, s'il y aura un jour une guerre sérieuse dans le futur, il y a beaucoup de guerres aujourd'hui, mais pas de guerres qui mettent en cause la sécurité à l'échelle mondiale, je crains qu'elle puisse commencer par un massif cyberattaque, et je crains que de nouvelles armes de destruction massive puissent avoir un rôle vraiment tragique. Were all forgotten in one unshakable unity of determination to find a way to end war. À San Francisco, il y a 75 ans, on imagine le monde de demain. La Deuxième Guerre mondiale a déjà fait plus de 60 millions de morts. Les 50 pays réunis s'engagent dans la Charte des Nations Unies à maintenir la paix et la sécurité internationale, à coopérer pour résoudre les problèmes internationaux, à garantir l'égalité souveraine de tous les membres. Depuis 75 ans, la Charte n'a pas bougé d'une virgule et l'ONU compte aujourd'hui 193 membres. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont toujours les mêmes, usant de leur droit de veto. Non. Non. Niet. Tous les projets de réforme ont échoué. L'unilatéralisme des grandes puissances menace de paralyser le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes ici à Genève, ville symbole du multilatéralisme. À mains égards, on a le sentiment que ce système multilatéral est paralysé, ou risque de le devenir. Je ne dirais pas paralysé, il y a des choses qui sont paralysées. Par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies est presque paralysé, notamment sur les questions importantes. Les guerres, notamment les conflits. Il y a encore, en tout cas, des choses qui fonctionnent au niveau multilatéral. Et il y a cette conscience que les problèmes sont tellement sérieux et de nature tellement globale qu'il faut la coopération internationale et la gouvernance internationale et la gouvernance multilatérale pour les résoudre. Donc vous êtes optimiste, le multilatéralisme n'est pas mort. Je vous donne un exemple du passé. D'accord. Quelques personnes pensent, bon, tout ça va se rééquilibrer parce qu'on va vers un monde multipolaire et dans le cadre d'un monde multipolaire, l'harmonie va s'installer et les institutions multilatérales ne seront plus nécessaires. Je vous rappelle que l'Europe, avant la Première Guerre mondiale, était multipolaire. Il avait plusieurs puissances. Mais dans l'absence d'un mécanisme de gouvernance multilatérale en Europe, le résultat a été la Première Guerre mondiale. Ouais. Je crois qu'il faut reconnaître un monde multipolaire est important, est utile, c'est mieux qu'un monde unipolaire ou bipolaire, mais un monde multipolaire a besoin, premièrement, de la primauté de la loi internationale et deuxièmement d'institutions multilatérales de gouvernance. Et là, ce qu'il faut, c'est penser à la réforme des institutions pour répondre à ces défis. Et c'est pour ça que notre 75e anniversaire sera surtout consacré à un grand débat où, plus que dire aux gens ce que nous pensons sur les Nations Unies ou sur le multilatéralisme, on va demander aux gens qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont vos anxiétés? Quels sont vos problèmes? Quels sont vos espoirs, vos aspirations? Et comment est-ce que vous pensez que la coopération internationale pourrait s'organiser pour répondre à ces besoins dans les années qui viennent?
Mais l'idée, au fond, c'est de faire monter la société civile dans le grand navire du multilatéralisme. Regardez, le philosophe allemand qui a contribué plus à ma formation politique est Habermas. Oui. Bon, et Habermas, qui a des contributions énormes dans beaucoup de domaines, a attiré l'attention pour ce fait qu'une démocratie moderne est une démocratie qui se base largement dans le flux permanent d'intercommunication entre la société civile et la société politique. Et le fait que cette communication entre les deux est une influence sur les décisions politiques. Oui. Ce n'est pas suffisant de communiquer. Oui. Il faut qu'il y ait vraiment de cette communication un résultat. Voilà. Mais alors, il faut que la société civile participe à la gouvernance. oui, mais comment, dans ce grand dialogue mondial que vous lancez aujourd'hui avec nous, comment on va faire à la fin, je dirais, pour agglomérer justement tous ces Premièrement, on va associations. lancer ça dans tous les pays. Ouais. Nos équipes de pays vont avec s'investir beaucoup. avec des orientations qui sont données. Mais notre objectif, c'est un objectif surtout pour entendre. C'est pas pour faire la propagande des Nations Unies. C'est pour entendre. Les équipes des pays vont organiser toutes sortes de débats à ce sujet. Nous sommes en contact avec l'Union interparlementaire pour que les parlements puissent participer à ce débat. On va le faire avec les organisations mondiales de la société civile et on va utiliser au maximum les plateformes des réseaux sociaux. On va faire un grand sondage global en 60 pays pour essayer de mieux comprendre et les aspirations et les inquiétudes de la population mondiale. Il faudra transformer tout ça en action. Et après, il y a un mécanisme interne pour faire que toutes ces idées puissent être mises en commun pour naturellement donner à l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport sur le résultat de ce débat et en même temps de créer des liens. Il faut créer des liens qui puissent permettre aux Nations Unies de maintenir pour le futur cette logique d'ouverture, cette logique de participation globale qui puisse nous aider à devenir une organisation multilatérale inclusive. Monsieur le secrétaire général, votre pays, le Portugal, traversait encore il y a quelques années une crise grave, parmi les plus graves en Europe. C'est aujourd'hui, le Portugal, un pays qui est montré comme un pays modèle. Est-ce que cela vous donne de l'espoir pour l'avenir et pour notre avenir ? Mais, naturellement, bon, je vous ai dit, je suis portugais. Ah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai beaucoup d'orgueil dans mon pays, dans mon peuple, et j'espère que surtout l'esprit cosmopolite et cette vision que j'espère puisse continuer de comprendre que la xénophobie, que les sentiments de rejet de la diversité, comprendre que ça n'a pas de lieu dans le monde moderne. Ça, je crois, c'est une chose que j'admire beaucoup dans le peuple portugais, c'est qu'il y a une compréhension que la diversité est une richesse et pas une menace. Et dans une société qui devient aussi de plus en plus multiethnique et multiculturelle, je crois que ça se fait avec une naturalité qui me remplit d'orgueil. Merci, monsieur le secrétaire général. Je vous souhaite une très belle année 2020 et puis plein succès aussi pour cette grande conversation mondiale que vous avez lancée ici avec nous sur la RTS et avec les téléspectateurs de TV5 Monde. C'était un plaisir et mes meilleurs vœux aussi pour votre initiative. Merci. Voilà, ce grand dialogue mondial se déroulera durant toute l'année. Vous en trouverez les liens et les plateformes sur le site des Nations Unies, dans toutes les langues des Nations Unies et bien sûr aussi sur le site de Geopolitis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans une semaine pour une prochaine édition.